Alors on passe maintenant à la phase finale. Donc là, tu as fini tes travaux, tu es au max. Du coup, donc là, ce petit kit, il est plutôt orienté vers un achat et vers une revente. Mais il y a un cas où tu peux faire de la location si tu as envie. Euh, Ça peut être intéressant. En fait, si tu fais une rénovation complète de ton bien, avec cuisine, mobilier, etc., que tu es proche du logement que tu as acheté, ou alors que c'est facilement délégable, tu peux faire de la location saisonnière Airbnb. Si tu as envie aussi, hein, c'est pas une obligation. Mais voilà, si tu as envie de te lancer là-dedans, d'essayer, que ton étude de marché, elle prouve que c'est viable, que tu as fait une rénovation en ce sens, donc ça il faut le savoir un peu dès le départ, et du coup ça veut dire que tu as aussi équipé l'appartement, éventuellement décoré, etc. Donc tu peux faire ça, hein. Tu peux tout à fait faire une décoration adaptée et tu mets le mobilier, là tu mets tout, hein. Tu mets les fourchettes, les cuillères, enfin voilà, il faut aller jusqu'au bout, des couettes et tout. Donc voilà, si tu fais ça, tu peux faire du Airbnb. Ça va te demander un budget supplémentaire du coup, parce qu'il faut mettre les draps, les couettes, etc. Il faut que ton étude de marché elle soit OK. Voilà, si toutes les conditions sont réunies, à savoir le marché est OK, tu as fait tes rénovations en fonction de ce mode d'exploitation-là, tu es d'accord pour faire du Airbnb, tu peux le faire aussi dans la copropriété, la commune est OK, etc. Une fois que tous ces critères-là sont respectés, bah, tu peux faire du Airbnb. L'intérêt, en fait, avec le différé, si tu as obtenu ton différé partiel, c'est qu'en fait, ça va te faire de la trésorerie. Donc tu peux le faire 3 mois, 6, bon, 3 mois c'est un peu court, mais tu peux le faire 6 mois, 1 an, le temps de ton différé. Ça va te faire rentrer la trésorerie, parce que la location saisonnière, ça fait rentrer du cash. Donc ça, c'est bien. Et après, rien ne t'empêche de vendre le bien 1 an après, hein. Ça, c'est pas un problème. Ou tu peux l'exploiter comme ça en Airbnb 2, 3 ans, et puis après le vendre. Euh, mais ça peut être intéressant. Euh, donc voilà, tu peux faire ça quelques mois. Je veux dire, l'idéal, ce serait de faire ça même tout le temps du différé, et tu peux même mettre en vente tout en exploitant en Airbnb. Ça peut être intéressant parce que une vente, ça, je vais t'expliquer après, mais une vente, ça prend plusieurs mois. Donc tu peux quand même faire rentrer du cash et en étant en processus de vente, quoi. Tu peux faire des visites en plus entre deux visiteurs, enfin voilà. Donc c'est tout à fait compatible. L'intérêt aussi, enfin l'avantage de ce choix-là, c'est qu'en plus de la trésorerie que tu fais, eh ben, c'est que tu as fait une belle rénovation. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux attraper de l'investisseur en disant voilà, regardez, moi aujourd'hui, je vous montre mon calendrier depuis 6 mois, il est plein, ça génère tant de chiffre d'affaires. Tu peux le vendre comme ça, tu peux le vendre comme un produit attractif et rentable pour toucher des investisseurs clés en main. Tu as aussi des investisseurs qui veulent du clé en main, hein, qui veulent pas s'embêter avec les travaux. Là, ils ont un truc qui tourne et tout, l'annonce est faite presque, ils achètent le paquet, tu vois. Donc là, eux, ils payent le prix fort. Et tu peux aussi avoir des gens pour une résidence principale qui se projettent beaucoup plus, quoi. Ils arrivent c'est beaucoup plus facile de se projeter dans un appartement qui est décoré, qui est agencé, qui est optimisé, qui est tout beau, tout neuf, qui sent bon, plutôt que dans une ruine, quoi. Et puis il y a des gens qui n'ont surtout pas envie de se farcir les travaux, quoi. Donc là, tu peux taper fort, tu peux vendre le prix fort. Et en plus, tu fais des rentrées financières avec la location. Donc ça peut le faire. L'autre façon de faire, c'est de vendre directement. On achète, on revend. Donc tu as deux façons de t'y prendre pour vendre ton bien. Soit tu le fais tout seul, comme un grand, soit tu passes par une agence. Alors si tu le fais tout seul, l'avantage c'est que tu économises la commission de l'agence. Après, il faut préparer ton dossier de vente, t'expliquer ce qu'il faut faire, et organiser les visites. Déjà, il faut que tu prennes des belles photos. Quand tu passes tout seul, hein. Quand tu passes tout seul, il faut que tu fasses des belles photos, photographe ou pas. Tu peux payer une prestation de photographe, hein, ça coûte pas non plus des milliers et des cents. L'avantage c'est que tu auras des magnifiques photos et c'est beaucoup plus sexy pour les acheteurs d'avoir des belles photos. Tu mets une belle annonce sur le bon coin, ça marche bien. Quitte à payer un peu plus pour avoir plus de photos, tu vois, c'est bien de mettre pas mal de photos, ou pas, et puis après tu fournis un dossier photo en complément. Mais il faut des photos, les gens ils achètent sur photo aussi. Enfin en tout cas c'est ce qui va créer le coup de cœur dans un premier temps. Il faut bien rédiger un texte d'annonce en donnant
un maximum d'informations pour t'éviter toutes les questions, donc les montants de la taxe foncière, les charges, l'adresse, les étages, etc. Voilà. Il faut donner des informations assez complètes dans l'annonce, sinon tu vas avoir à répondre à des messages, des appels, des trucs. Et il faut que aussi en parallèle, tu te prépares un dossier complet avec des photos. Euh, Tu peux expliquer les rénovations que tu as faites. Il faut toutes les pièces du dossier, à savoir la taxe foncière, la taxe d'habitation, les diagnostics, il faut faire passer un diagnostiqueur pour qu'il te refasse tous les diagnostics, les 3 derniers PV d'Assemblée Générale, le carnet d'entretien de l'immeuble, le syndic, le règlement de copropriété, le dernier appel de fonds, le document de loi LUR. En gros, toutes les pièces que tu avais eues quand toi tu as acheté l'appartement, il faudra que tu les fournisses, puisque maintenant tu es vendeur. Donc toi, quand tu étais acheteur, tu as eu tous ces documents-là, c'est la même liste qu'il faut fournir à ton futur acquéreur. Donc il faut préparer tout ce dossier-là en parallèle, et dès que tu as quelqu'un, je vais t'expliquer le process. Mais voilà, après c'est un dossier qu'il faut fournir assez rapidement. Donc voilà justement la démarche quand tu vends tout seul. Tu publies ton annonce. Ok. Ensuite, quand tu as des personnes qui sont intéressées, tu leur renvoies tout de suite ton dossier complet, machin, avec les photos, tout ça, tout va bien. Tous les documents sont dedans, tu leur envoies ça. Toujours pas de visite. Tu leur envoies ça, ils étudient le dossier. Euh, Si après ils sont intéressés, etc., tu peux leur demander des documents de leur banque, à savoir ce qu'ils mettent comme apport, ou si idéalement, s'ils payent comptant, alors là c'est top, mais bon, c'est assez rare, et s'ils ont un accord de principe. Parfois ça peut être possible et c'est intéressant. Mais déjà, tu envoies le dossier et tu fais toujours pas de visite. Après, seulement une fois que les gens sont intéressés, que t'as répondu à toutes leurs questions, qu'ils sont d'accord sur le prix, etc. Ok, tu déclenches les visites. Faut vraiment faire les visites le plus tard possible, sinon tu vas passer ton temps à faire des visites. Tu auras des touristes, tu auras des gens comme ça, machin. Tu vas perdre ton temps. Et ça va te rendre fou. Donc, tu publies ton annonce la plus complète. Tu donnes à ceux qui sont intéressés, que tu te sens intéressé, tu leur donnes le dossier complet. Comme ça, ils ont toutes les infos. Et ceux qui sont encore là, eh ben là, tu peux faire des visites. Ensuite, après les visites, tu auras des offres. Tu vas recevoir des offres. Donc là, tu es de l'autre côté. Donc, quand tu reçois des offres écrites seulement. Il n'y a pas de SMS ou de je t'appelle et je te donne une offre comme ça à l'arrache au téléphone. Non, non. Comme toi, tu as envoyé une offre écrite. Tu reçois que des offres écrites. Tant que tu n'as pas d'offre écrite, ça vaut rien. Il te faut une preuve. Et en plus, l'intérêt de demander une preuve écrite, c'est que la personne, ça l'engage. C'est-à-dire que si, voilà, si elle prend le temps de te faire une offre, c'est qu'elle est engagée. Elle va s'engager à le faire. En tout cas, voilà, c'est pas le même processus. Petite chose aussi pour les visites. Quand tu fais tes visites, il faut avoir bien nettoyé l'appartement. Alors ça paraît un peu bête de répéter ça, mais il faut que l'appartement il soit nickel. Fais faire ou fais un ménage juste avant que ce soit propre. Ça donne une impression de neuf, de qualité quand tu arrives dans un appartement qui est nickel. Tu allumes les lumières avant de faire rentrer les gens. Il faut que quand les gens ils arrivent, tout soit déjà allumé, tout est beau et tout. C'est pas le même effet. Tu arrives, l'appartement est lumineux et tout, c'est génial. Tu viens en avance au rendez-vous. Tu viens en avance parce que si ce jour-là, il y a une poubelle qui est tombée dans les communs, s'il y a un gars qui s'est garé à l'arrache devant, je sais pas, s'il y a des trucs dégoûtants partout, je sais pas, un truc sur une fenêtre écrasé, j'en sais rien. Tu viens et tu fais place nette s'il y a besoin, quoi. Tu t'en fous, l'important c'est de donner la meilleure impression possible des parties communes et de l'appartement. Donc tu viens en avance, tu vérifies que le secteur est clean, et après tu rentres ton appart, t'aères, faut que ça sente bon, tu nettoies, enfin tout est déjà nettoyé, faut avoir anticipé, et t'allumes les lumières. Tu fais des groupes de visite, c'est encore mieux. Les gens, tu d'abord parce que toi ça t'évite de faire 50 visites, donc tu groupes les gens, et eux ça va leur montrer que ah ouais, il y a du monde et tout, ça va les chauffer un peu. Quand tu as des remarques, tu dois, tu dois toujours tourner tout en positif et tu dois contre-argumenter chaque remarque. Ok. Quand on te fait une remarque, voilà, tu t'énerves pas ou tu ne prends pas la mouche, c'est pas grave. Mais voilà, tu retournes le truc, tu montres le côté positif et puis tu contre-argumentes. Voilà, tu démontes tout un par un. Alors maintenant, si tu passes par une vente en agence, si tu fais ta vente via une agence, alors souviens-toi, ça peut être super si c'est par exemple l'agence à qui tu as acheté le bien. Toi, tu lui as dit, voilà, moi je t'achète le bien et tout, tac, je vais te le faire revendre. Donc là, quand tu passes par une agence et que tu as eu un bon feeling avec l'agence avec qui tu as acheté, tu peux lui confier la vente de ton bien.
Et comme ça crée une bonne relation et puis surtout tu as fait ce que tu as dit, si tu lui en as parlé évidemment. Si tu passes par une agence, bon, l'idéal c'est de pas signer un mandat exclusif, sauf si vraiment tu sens que ça va, et ils sont de confiance, que voilà, que ça maximisera tes chances, c'est sûr peut-être. Mais le problème du mandat exclusif, c'est qu'en fait tu es un peu pieds et poings liés pendant 3 mois avec l'agence, quoi. C'est-à-dire que s'ils font rien, bah voilà, pendant 3 mois t'as pas le choix, t'es obligé de faire avec eux, quoi. Donc tu peux perdre du temps. Bon, s'ils sont bien et tout, tu peux faire un mandat exclusif, quoi. Mais sinon, tu fais un. Après, tu peux lui dire, tu dis voilà, on fait un mandat classique, mais je n'irai pas voir d'autres agences. De toute façon, vous pourrez vérifier sur les réseaux, sur les publications, vous verrez que votre annonce à vous. Les autres vont pas publier parce qu'il n'y a pas d'autres. Mais bon, voilà. Savoir que si jamais tu pars sur un mandat exclusif, au terme des 3 mois, donc pendant les 3 premiers mois, tu peux rien faire, et après, il faut notifier par recommandé avec accusé de réception 15 jours avant la date, si jamais tu veux rompre ça. Après, tu peux passer par une autre agence. Si tu passes pas par ton agence qui t'a acheté parce que voilà, parce que tu n'as pas forcément envie de retravailler avec eux, eh ben, tu peux aussi rencontrer d'autres agents immobiliers comme ça. C'est-à-dire que tu peux mettre. Soit tu vas les voir, dire voilà, j'ai un bien immobilier, machin. Soit tu peux faire des visites seul, et tu vas voir qu'en fait dans le lot des visites, tu vas avoir des agents immobiliers qui vont se pointer aussi, qui vont dire à la fin, tiens, machin, je peux te vendre ton appart et tout, j'ai déjà des acheteurs et tout. Ça après ce sera du feeling. C'est-à-dire que si tu peux rencontrer d'autres agents immobiliers comme ça, avec qui tu peux commencer à travailler. Tu leur confies d'abord ton bien à vendre, puis après ça se trouve, une fois qu'ils auront bien vendu et tout, tu vas être content de leur travail, tu vas dire bah voilà, on peut travailler ensemble, maintenant je vais racheter, maintenant que j'ai vendu, je peux racheter. Et puis en plus, tu vas être crédible vis-à-vis d'eux. Ils vont dire, bah oui, il a encaissé sa plus-value, machin, et il peut repartir sur une affaire, donc voilà, ils vont pouvoir travailler. Ça peut être le début aussi d'une relation de travail avec une agence immobilière. Donc ça peut être aussi bien de passer par les agences, pour ça, pour cette raison-là. Avantage aussi de l'agence, c'est qu'en fait c'est l'agence, c'est son boulot en même temps, l'agent, il va s'occuper de contacter le syndic et de regrouper tous les éléments du dossier. Si tu n'as pas envie de le faire et tout, puis voilà, moi je veux tel prix, machin. Et après lui, il fait tous les papiers, tu lui fournis ce qu'il y a à fournir, mais après il s'occupe avec le syndic, etc. Les agents immobiliers, ils ont une force de frappe qui est quand même puissante. Ils ont un réseau, ils ont leur carnet d'adresses, d'acheteurs, d'investisseurs, de gens qui recherchent des résidences principales, qui connaissent, avec qui ils ont déjà eu des transactions ou pas, mais donc ils ont un carnet d'adresses à eux, et après ils mettent sur le marché, donc là ils ont quand même une force de frappe un peu plus forte que toi. Donc ça c'est l'avantage aussi de passer par une agence. Pour les conditions de vente, du coup là comme toi tu es vendeur, cette fois tu exiges un séquestre. Quand tu es acheteur tu ne verses pas de séquestre, mais quand tu es vendeur tu demandes un séquestre. Voilà, c'est une protection pour toi. Le séquestre, je te rappelle qu'il sert à protéger un peu le vendeur. Donc quand tu achètes, tu n'en verses pas pour épargner ta trésorerie, mais quand tu vends, tu exiges le séquestre. Avant le compromis. C'est important. Avant le compromis. Pour le prix, pour fixer ton prix, toi tu te fixes un prix. Tu dis voilà, tu as fait ton calcul, tu le vends à tel prix. Mets-le en net vendeur un peu plus que ton prix à toi. Toujours. Donne-toi une marge de négo. De toute façon, parfois même ils te disent voilà, vous en voulez combien. Ok, poum, lui il tape direct au-dessus. Donc il y a toujours une marge de négo déjà. Donc voilà, toi tu te fixes un prix, tu lui donnes un prix au-dessus, comme ça tu sais qu'il y aura un peu de négo, ça fait partie du jeu un petit peu. Donc tu l'as bien vu quand tu as acheté. Ok, maintenant je vais te parler des frais et du timing. Parce qu'une vente, ça se fait pas comme ça. Ça prend un peu de temps. Même quand ça se passe très bien. Les frais. Il y a des frais aussi quand on vend. Eh ouais. Donc les frais d'une vente. Quand tu vas vendre, que tu passes solo ou avec une agence, tu auras des frais avec le syndic. Ils vont te facturer un état daté. 380 €, c'est plafonné. Mais parfois, il y en a, ils facturent un pré-état daté au compromis. Donc en fait, ils peuvent t'allumer 2 fois en fait. C'est un peu la ruse. Donc tu vois, prévois au moins 380 € de frais s'ils sont bien. S'ils sont des syndics, eh ben, ils vont te facturer un peu plus. Quand tu as fait une IPPD, donc tu vas avoir des frais de main levée. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas devoir payer. Donc tu te souviens, les PPD, c'est le notaire qui a mis une mention pour la banque. Donc quand tu vends, il faut que tu as des frais de main levée. Donc tu dis ça à ta notaire et puis elle va tu auras des frais pour lever cette hypothèque.
Donc ça coûte aussi de l'argent. Ça coûte à peu près 500 euros globalement. Tu vas avoir les diagnostics à refaire. Pas tous. Si tu es allé assez vite, il y en a qui sont valables un peu plus longtemps, mais le RP, état des risques et pollutions, ils sont valables 6 mois, donc ceux-là, il faut les refaire. Thermite, machin, amiante et tout. Donc ça, il faut les refaire et ça a un petit coût. C'est pas très cher, hein, c'est entre 100 et 200 euros, quoi, à peu près, maximum, quoi. Il faut faire des diagnostics, notamment, donc en plus des diagnostics obligatoires, si je te conseille de faire l'électricité aussi, parce que si quand tu as acheté, quand tu avais des diagnostics avec une électricité pourrie, et que tu as tout refait, que l'électricité est nickel, bon bah refais l'électricité quoi. Bon, c'est mieux si tu fais tous les diagnostics quand ça t'es tranquille. L'électricité c'est important pour montrer que tu as fait des travaux et que l'électricité, il n'y a pas d'anomalie. L'indice de performance énergétique aussi, le DPE, c'est le petit graphique là avec les lettres A, B, C, D, E, F, G. Donc toi, si tu as fait des isolations, si tu as mis des doubles vitrages, si tu as amélioré ça, bon bah voilà, il faut le mettre pour que ça mette en valeur un peu ton bien. Les gens ils sont sensibles à ça. D'abord c'est obligatoire et en plus ils sont sensibles à ça. Euh, la surface, les mètres carrés, si tu as, si t'as mis des cloisons, des choses comme ça, tu vas perdre forcément un petit peu de... Si tu as isolé en placo tous tes murs, tu vas perdre. Donc il faut refaire euh, un diagnostic avec la superficie. Alors, quand tu revends aussi ton bien, ce que tu peux faire, quand tu as acheté et ça c'est top, quand tu as acheté, parfois tu achètes des appartements, enfin un appartement ou une maison, et il y a, souvent c'est un appartement, quand tu achètes un appartement, parfois il y a des places de parking dans la résidence qui sont avec. Donc tu achètes, en fait, t'achètes un lot. Et donc tu as, moi ça m'est arrivé par exemple, tu as un appartement et puis tu as une, deux, trois, bon, pas non plus 10 000, mais voilà, tu peux avoir une ou plusieurs places de parking qui sont avec. Ce que tu peux faire, ce qui est top, c'est qu'en fait, euh, tu peux vendre soit l'appartement avec la place de stationnement. C'est bien parce que là, du coup, les gens ils vont se dire, ah bah ouais, voilà, surtout dans les zones où c'est tendu de se stationner, pardon, c'est quand même pratique. Parce que voilà, tu as quand même un bel atout quand tu as un stationnement. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est vendre l'appartement tout seul et vendre les stationnements à part. Tu peux décortiquer le truc. Et là, tu maximises encore plus tes gains, quoi. L'avantage en plus de vendre les stationnements tout seul, tu verras, je vais t'expliquer après, c'est qu'en fait les stationnements, enfin disons que jusqu'à 15 000 euros, t'as pas d'impôt sur la plus-value. Donc en fait tu vas vendre ton appartement, clac, et après tu peux vendre les stationnements, ou tu peux les garder en location et les vendre plus tard. Tu vois, si tu as fait une belle plus-value sur l'appartement, tu peux garder ton stationnement tout seul, tu les loues, ça te fait des petits revenus, il n'a vraiment rien à faire. Et puis le jour où tu as besoin de sortir de l'argent, soit tu le fais au début, soit tu le fais après. Le timing minimum 3 mois. Ça c'est voilà, c'est comme ça, ça prend du temps. Pourquoi 3 mois? Donc tu vas faire tes visites, machin, tac, tu trouves un acheteur, ok. Ensuite, tu signes ton compromis. Le compromis, il signe pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Ensuite, après, t'as les jours de rétractation. Ensuite, après, il a le délai qui est mis dans le compromis, souvent c'est 2 mois, pour pouvoir trouver son financement, etc. Bon, s'il paye comptant, ou si, voilà, parfois tu as des financements qui tombent en 3 semaines parce que les gens sont, bon, ils ont un dossier béton, et puis la banque leur fait confiance et ça va vite, quoi. Mais voilà, et encore une fois, même s'ils ont leur financement assez vite, le truc c'est qu'en fait, le notaire, enfin la mairie de la commune, elle a un délai, en fait, elle va être avisée de la vente, voilà, ça fait partie c'est ce que publie le notaire, et donc le notaire va prévenir la mairie que voilà, tel bien à telle adresse va être vendu, la mairie de la commune où tu vends le bien, et donc en fait, elle a un droit de préemption. Bon, généralement, elle te laisse tranquille, elle ne rachète pas ton bien, sauf si tu es dans une zone où ils ont prévu de faire un centre commercial, machin et tout. Auquel cas, elle est prioritaire. Mais voilà, dans 98% des cas, elle te laisse tranquille. Mais voilà, donc en fait, la mairie, il faut qu'elle réponde, il faut qu'elle dise, voilà, c'est bon. Et donc si elle répond pas, en fait, parfois il y a des mairies qui répondent pas, auquel cas, il y a 2 mois, le délai c'est 2 mois. En fait, s'ils n'ont pas répondu au bout de 2 mois, on considère qu'ils n'utilisent pas leur droit de préemption. Mais après, il y en a qui répondent sous un mois, qui sont réactifs. Mais ça prend un peu de temps aussi. Donc voilà, il y a aussi ce délai-là. C'est-à-dire que si l'acheteur il a son prêt tout de suite, poum, 10 jours après le compromis, il a les sous,
Si la mairie n'a pas encore répondu, il faut attendre le retour de la mairie. Donc voilà, c'est pour ça que tu as toujours un délai un petit peu long. Euh, et puis après, tu as la signature de l'acte authentique, donc là, il faut reprendre rendez-vous, etc. aussi chez le notaire. Donc voilà, tout ça, je t'ai dit, il faut compter 3 mois. Et maintenant, la plus-value. La plus-value, l'argent. La plus-value, c'est quoi? C'est le gain que tu vas faire une fois que tu auras vendu. C'est-à-dire ton prix de vente moins ton prix d'achat. Et dans le prix d'achat, j'inclus les frais de notaire et les travaux. Donc, tu vends et tu enlèves tout ce que ça va coûter. Généralement, c'est la mensualité que tu as à la banque. Et c'est ça ta plus-value. C'est le gain, c'est de l'argent que tu vas gagner. Donc c'est ça, c'est ce levier-là qu'on utilise, c'est cet argent disponible qui va te permettre après d'arriver plus fort sur le marché de l'immobilier pour refaire une opération de ce style-là, ou alors pour partir sur un locatif. Parce qu'aux yeux de la banque, ben voilà, tu auras encaissé X milliers, dizaines, je te le souhaite, dizaines de milliers d'euros, et avec cet argent-là, eh ben, quand tu vas te représenter devant une banque avec un dossier, la même ou une autre, eh ben, tu auras une belle épargne, tu seras costaud. Donc c'est voilà, la démarche de cette petite stratégie, surtout quand tu as un petit salaire, c'est cette plus-value. Voilà, il faut que cette plus-value-là, elle soit au max. Donc si tu as fait tout ce qu'on s'est dit depuis le début, elle va être au max. Donc c'est ce levier-là, tu as bien compris que c'est ce levier-là qui va te permettre d'avancer. Et donc, ce levier, il est bien parce qu'en plus, il y a des exonérations qui sont possibles. Parce que la plus-value, il ne faut pas croire, hein, c'est que quand tu as gagné de l'argent, l'État, normalement, il se sert. Sauf que là, il y a des exonérations, c'est-à-dire que l'État va te laisser tranquille. Les exonérations, c'est quoi? Quand tu as fait un achat-revente comme ça, tu peux dire que c'est ta résidence principale. Donc, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Ok? Sinon, c'est 36,2%. Voilà, tu gagnes 100 000, bah, tu donnes 36 000 à la banque, à l'État. Donc, quand c'est la résidence principale, tu as une exonération. Tu peux utiliser le levier aussi d'un investissement locatif. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, si tu as acheté, que tu as mis en location avec Airbnb, machin, et bien après tu peux dire voilà, je vends mon investissement locatif, mais je veux quand même être exonéré de la plus-value. Pour ça, il faut remplir 2 conditions. Tu dois pas être propriétaire de ta résidence principale les 4 années précédant la vente, cette vente-là. Donc les 4 années d'avant, il ne faut pas que tu aies été propriétaire de ta résidence principale. Et tu dois réinvestir cette plus-value. Si tu fais 20 000 euros de plus-value, il faut que tu réinvestisses ce montant-là dans l'achat de ta future résidence principale sous 24 mois. Il faut que tu remplisses ces 2 conditions-là. Sinon, si tu ne fais pas ça, tu prends l'imposition sur la plus-value et les pénalités. Troisième exonération possible, donc résidence principale, le locatif en remplissant les 2 conditions. Et troisième, si tu vends un bien de moins de 15 000 euros. Voilà. Si tu vends quelque chose qui vaut moins de 15 000 euros, jusqu'à 15 000 euros, il n'y a pas de plus-value en dessous de 0 à 15 000 euros, il n'y a pas de plus-value. En général, c'est des stationnements, quoi. Il n'y a pas beaucoup de maisons qui